Raymond, à micro fermé, je viens juste de te demander si tu étais d'avis qu'on allait aller voter à des élections fédérales d'ici l'été prochain. Il y a des bonnes chances. Il y a de bonnes chances. Bonjour Philippe. Bonjour oui, Raymond. c'est ça. Raymond Côté, notre chroniqueur politique fédéral. Oui, il y a des bonnes chances parce que, premièrement, on va mettre les gens dans le contexte. Actuellement, le gouvernement de Justin Trudeau est dans une posture minoritaire. Si les trois principaux partis d'opposition à la Chambre s'entendent, s'alignent pour vouloir le faire tomber, une motion de censure ou un vote de confiance, par exemple, sur un projet de loi à valeur économique, pourrait nous faire partir en élection. Alors là, est-ce que ça va être d'ici l'été? Peut-être un mot là-dessus, Oui. Raymond. Les conservateurs ont présenté ce qu'on appelle une motion de censure la semaine dernière. C'est quoi une motion de censure? Une motion de censure, autrement dit, d'ailleurs, comme le disait dans le texte, là, ça se retrouve à retirer la confiance de la Chambre au gouvernement. Parce que dans le fond, dans un parlement de type Westminster, qui est notre type de parlement, inspiré du Royaume-Uni, le gouvernement gouverne en autant qu'il ait la confiance de la majorité des membres de la Chambre en place. Et c'était le cas durant justement toute l'entente que le nouveau Parti démocratique avait passé avec le gouvernement Trudeau. Donc, il y avait, dans le cadre de cette entente-là, le fait que les néo-démocrates ne menaceraient jamais, puis en fait allaient soutenir le gouvernement dans tous les votes de confiance. Parce que les votes de confiance peuvent être décidés par le gouvernement sur des projets de loi où c'est pas requis. Parce qu'il faut dire que la majorité des votes à la Chambre des communes, même si le gouvernement perd, se retrouve à être en minorité, ils tombent pas pour autant. Parce que le projet de loi est simplement battu, puis la vie continue, la vie de la Chambre continue. Mais dans le cas d'un vote de confiance, comme c'est le cas pour un vote sur le budget, donc il y a une mise à jour économique qui est prévue, annoncée cet automne, puis il y a évidemment le budget au printemps. Ben là, le gouvernement a besoin à tout prix d'un des trois principaux partis de l'opposition pour survivre à ce vote-là. Et là, ce qu'on a vu la semaine passée et ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que là, les conservateurs ont déposé une nouvelle motion de censure. Encore là, c'est une tentative à faire tomber le gouvernement, mais là, il n'y a aucun appétit de la part des bloquistes et des néo-démocrates. C'est ça. Ben. Très bien. Alors, ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui, donc, c'est du projet de loi C-64 sur l'assurance médicaments. Oui. On en a déjà parlé dans une chronique, toi et moi, au printemps, je pense. Et ton hypothèse à toi, c'est que la survie du gouvernement Trudeau pourrait beaucoup reposer sur ce projet-là. D'abord, dis-nous un peu où il en est dans le processus. Il est au Sénat, je pense, actuellement. Il est au Sénat. Il est actuellement au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. D'ailleurs, j'ai vérifié hier, ce comité est en train d'achever ses travaux. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que c'est la dernière étape du processus d'adoption d'une loi ou en fait, là, le comité, une fois qu'il va avoir adopté le projet de loi, va le retourner sur le plancher du Sénat et là, ça va être l'adoption en troisième lecture là, qui va éventuellement justement faire que le projet de loi là, va pouvoir être ratifié, signé par la gouverneure générale. Mais il y a un mais. Puis c'est ça qui est très, très important. Moi, je considère que c'est une des clés très importantes pour surveiller la survie du gouvernement Trudeau. C'est que là, actuellement, en fait, dans l'agenda, demain, le comité entend ses derniers témoins. Jeudi, le comité commence l'étude du projet de loi article par article. Et là, ce qui va être à surveiller, c'est les amendements qui pourraient être débattus et peut-être adoptés. Et ça, c'est très intéressant parce que s'il y a des amendements qui modifient le projet de loi, ben là, après ça, le projet de loi va suivre son chemin au Sénat jusqu'à son adoption en troisième lecture. Et là, un projet de loi modifié par le Sénat doit retourner sur le plancher de la Chambre des communes. Ah bon? OK, il y a un effet. Alors, c'est ça, parce que là, la Chambre des communes va devoir se prononcer sur les amendements, sur le projet de loi modifié. Donc, ça pourrait allonger la vie du gouvernement Trudeau, nonobstant, évidemment, la tentative des François Blanchette et des bloquistes d'obtenir des choses du gouvernement Trudeau, entre autres avec leur projet de loi privé sur l'augmentation des pensions pour nos
aînés de 65 à 74 ans. Alors, actuellement, autant le Bloc que le NPD n'a pas d'intérêt à partir en élection. Parce que moi, je suis convaincu, je ne l'ai pas vérifié, mais je suis convaincu que mes amis néo-démocrates tiennent à tout prix au projet de loi C-64 parce que c'était un des très gros morceaux de l'entente avec les libéraux. Puis là, évidemment, avec le relâche des deux chambres durant l'été, ça n'a pas pu être adopté en juin. Alors, probablement, en fait, c'est assez intéressant de voir Yves-François Blanchet avoir mis l'échéance au 29 octobre, justement pour obtenir du gouvernement Trudeau 2 mesures, l'augmentation des pensions pour les aînés qui ne l'avaient pas eu, là, contrairement aux 75 ans et plus, puis évidemment l'exclusion des produits agricoles sous la gestion de l'offre de toute entente de libre-échange. Est-ce qu'Yves-François Blanchet va obtenir ça? En tout cas, au moins, il a garanti une paix pour un petit mois, là, pratiquement tout le mois d'octobre. Du côté néo-démocrate, bien justement, l'avis de ce projet de loi-là, j'en suis convaincu, va déterminer si les néo-démocrates continuent à soutenir le gouvernement jusqu'en 2025. Là. Ouais. Parce que là, évidemment, s'il y a des amendements, s'il y a des modifications au projet de loi, que ça revient sur le plancher de la Chambre des communes, on connaît l'opposition des conservateurs là-dessus. Puis est-ce que les conservateurs vont vouloir retarder les travaux et comme ça faire durer le plaisir, en quelque sorte? Ouais. Mais ça fait partie des clés là, importantes, là. Est-ce que ça arrive souvent que des sénateurs... C'est parce que là, c'est les sénateurs qui ont la possibilité de proposer des amendements à ce projet de loi-là. Est-ce que ça arrive souvent qu'ils le font? Ou... Pas si souvent que ça. En fait, évidemment, dans la tradition de type britannique, c'est le cas surtout avec notre Sénat non élu, les sénateurs respectent passablement la volonté de la Chambre. En fait, ils font quand même un travail utile avec un examen souvent plus approfondi. Ils ont le luxe, vu qu'ils sont nommés jusqu'à leur retraite à 75 ans, de mener des travaux au rythme qu'ils veulent bien, contrairement aux députés de la Chambre des communes qui sont un peu pressés par le temps avec les échéances électorales. Alors, on a déjà vu des projets de loi, justement, être amendés et retournés sur le plancher de la Chambre des communes. Ce qui peut arriver, c'est que la Chambre des communes, les députés de la Chambre des communes se rebiffent puis disent « Non, vos amendements, on les aime pas, on les rejette. » Ou au contraire, la Chambre des communes peut se dire « Ouais, c'est une bonne idée de la part des sénateurs. » Fait qu'on va accepter ça. Cette partie de ping-pong-là, potentielle, ben là, est-ce qu'elle va prendre de l'ampleur? Je croirais pas. De toute manière, je ne sais pas du tout quels amendements sont à venir. Je n'ai pas approfondi ça du tout, là. Mais s'il y avait des amendements puis que le projet était retourné à la Chambre des communes, c'est sûr que les néo-démocrates voteraient pour avec les libéraux, non? Oui, ben c'est ça. Et évidemment, est-ce que les libéraux vont vouloir appuyer parce que là, il n'y a plus d'entente entre les libéraux et les néo-démocrates. Puis on a vu justement les libéraux, il y a eu une difficile négociation entre les néo-démocrates et les libéraux sur la portée du projet de loi. Ah donc, c'est les libéraux qui pourraient s'y opposer? Enfin, moi, je me pose la question jusqu'à quel point les libéraux sont prêts à s'accrocher ou en tout cas à accepter que ce projet de loi-là progresse. Ouais. Parce qu'un des aspects qui a mécontenté les néo-démocrates, ça fait partie de l'ensemble qui a mis fin à l'entente, c'est que les libéraux ont cherché à convaincre les néo-démocrates de ne pas avoir un caractère universel à l'assurance médicaments. Donc, plutôt viser une formule hybride, comme on connaît au Québec, avec notre assurance médicaments, que je déteste franchement personnellement, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Donc, est-ce que les libéraux vont vouloir mener ce combat-là? Parce qu'on ne sait pas ce que les sénateurs vont décider par rapport aux témoignages qu'ils vont avoir entendus en comité. Alors, ça va être très intéressant de voir justement si ça va être un projet de loi que les néo-démocrates vont réussir à mener à bien, là. En tout cas, moi, je vais surveiller ça de très, très proche. Drôle de configuration politique. On n'a pas vécu ça souvent. On a eu des gouvernements minoritaires dans le passé, mais là, je ne sais pas si c'est le nombre de partis importants à la Chambre des communes qui rend ça si compliqué, mais on sent que ça... on a de la difficulté à s'y retrouver. Hein? En tout cas, on a de la difficulté à prévoir ce qui nous attend dans la prochaine année, disons. Ben oui, il faut dire que ça fait quand même
20 ans qu'on est pris avec des gouvernements minoritaires de façon récurrente. Ça a commencé avec le gouvernement de Paul Martin, qui était tombé justement sur une motion de censure de l'opposition. Que tous les partis avaient appuyé. Puis d'ailleurs, je trouvais ça très, très drôle parce que la journaliste Chantal Hébert a rappelé, parce qu'il y a une hypothèse qui dit, si dépassé le 29 octobre, la Chambre continue à siéger, le gouvernement tombe pas, on n'aura pas d'élection avant le printemps. Elle dit, non, écoutez, moi, je m'étais organisé un voyage dans le sud de l'Asie. Oui, c'est ça. Puis là, on est parti en élection. Le gouvernement est tombé le 28 novembre, puis on est parti en élection. Il a fallu que j'annule mon voyage. Là. Puis d'ailleurs, ça avait été ma première campagne électorale comme politicien. Bon, Raymond, je voulais profiter du fait qu'on t'avait en studio avec nous aujourd'hui pour parler de Marc Garneau. Oui. L'ancien ministre des Transports, ancien ministre des Affaires étrangères, au fédéral, évidemment, astronaute surtout. Oui. Il a fait une sortie à CBC ces derniers jours, annonciatrice de la publication d'un livre aussi d'ailleurs, dans lequel il s'en prend à Justin Trudeau, son ancien chef. Il dit que c'était un chef qui était difficile d'accès. Mm-hmm. Il n'y avait pas accès à Trudeau. C'était compliqué pour lui, Marc Garneau, d'avoir des one-on-one, comme on dit en anglais, avec son boss, de lui expliquer où il en était avec ses dossiers, de clarifier certaines choses. Il dit aussi que Justin Trudeau, il a cette habitude de s'entourer d'amis, des chums à lui, des vieux compagnons de route, puis que tout ça constitue une espèce d'environnement un peu clos qui pourrit un peu la dynamique des rapports entre la bulle du premier ministre puis le cabinet des ministres. Oui. Ils ont parlé de ce sujet-là hier aux coulisses du pouvoir à Radio-Canada, l'émission dominicale politique. Dimitri Souda, qui est un ancien conservateur, mais qui commente aujourd'hui aux coulisses du pouvoir, a un peu traité M. Garneau de bébé gâté. Il dit, t'es ministre, t'as des grosses fonctions, tu fais partie d'un club très select au Canada, t'es collé sur le pouvoir. Si tu as besoin de parler avec ton premier ministre, tu prends l'initiative, tu l'approches, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Jean-François Lisée, qui commente aussi, a rétorqué, c'est pas si simple que ça. Des fois, il y a des premiers ministres ils ont de la misère à blairer un de leurs ministres. Je veux dire, il y a des conflits de personnalité là-dedans. Il y a des premiers ministres qui sont juste pas capables de sentir un des membres de leur cabinet. La question que je voulais te poser, parce que tu n'as jamais été au gouvernement, mais tu as quand même été député de l'opposition dans un parti où il y avait combien de députés du NPD à l'époque où tu siégeais à la Chambre des communes? Écoute, quand j'ai été élu, on était 103 députés. Vous étiez 103 députés. C'est ça, je vivais la concurrence entre les députés pour avoir l'oreille du chef. Là. Alors, c'était pas... c'est ça que je voulais te demander. C'était M. Layton qui était chef au début. Exact. Puis, je voulais savoir comment ça se passe. Dans ton cas, il n'était pas question d'un cabinet, il était question d'un caucus. Oui. Est-ce qu'on se dispute comme ça l'attention du chef pour vrai? Et est-ce que c'est compliqué? Parce qu'ils sont occupés, ces gars-là, ces femmes-là, chefs de parti. Est-ce que c'est compliqué d'avoir leur attention, d'avoir accès à eux, de leur parler, où ils se constituent effectivement des espèces de noyaux un peu imperméables autour des chefs? Puis, à un moment donné, on a l'impression qu'on est coupé de notre boss. Ouais, je te répondrais, en fait, d'entrée de jeu, je vais te passer la remarque. Moi, dès le début, je considérais que Justin Trudeau avait pas l'étoffe d'un premier ministre, même d'un chef de parti. Ça avait été une surprise pour moi de le voir triompher si facilement dans une course à la chefferie où finalement, il avait incarné l'espoir puis l'héritage aussi des années de son papa. Alors, pour en revenir à ta question, oui, c'est toujours un défi. Hein. Premièrement, un député puis un ministre, probablement, se retrouve à être son propre boss puis à devoir, justement, négocier l'attention du chef ou du premier ministre dans le cas de Marc Garneau. Et ce qui est quand même très intéressant parce que j'ai écouté évidemment les commentaires. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Dimitri Soudas a dit parce que ça fait partie de la game, ça fait partie des enjeux qu'il joue. Je dois t'avouer que comme député, je n'étais pas du genre à déranger mon chef tant que ça. Et je pourrais me le reprocher après coup en me disant, comparé à d'autres collègues dont certains étaient carrément achalants, là, qui allaient cogner à la porte tout le temps du chef.
Donc, moi, je n'étais pas du genre à le déranger à tout bout de champ. J'aurais peut-être dû être plus à l'avant, c'est ça, à essayer d'attirer un peu plus souvent son attention. Mais ça aussi, il y a une question d'équilibre, hein, parce qu'à un moment donné, si tu es trop achalant, ben justement, si le chef te prend en grippe, ben là, quand il y a quelque chose de vraiment important, ben le chef peut dire, ben là, côté, moi, il me rabat assez les oreilles avec toutes sortes de futilités. Son affaire m'intéresse pas plus que les autres. Mais tu penses que ça a à voir avec la personnalité aussi de Justin Trudeau, beaucoup? Oui, je le pense. Parce que moi, pour avoir côtoyé Justin Trudeau, je le trouvais arrogant, je le trouvais franchement imbuvable. Remarque que je trouve que Pierre Poilievre est encore pire. Mais ça, c'est pour ça que de ce point de vue-là, le fait que Pierre Poilievre devienne premier ministre, ça fera pas un si gros changement. Il va être lui aussi isolé dans son coin. En tout cas, je ne sais pas comment ce qui est comme chef conservateur. Mais ce que je trouve très important, par contre, de souligner, puis ça a été amené justement là avec les experts que tu as entendus, tout comme moi, c'est qu'en même temps, Marc Garneau, c'est pas le seul à s'être plaint de Justin Trudeau. Hein? On peut parler de Stéphane Dion, on peut parler de oui, c'est ça. Il y a d'autres noms, ouais. Puis Jody Wilson Raybould aussi, ouais. Ils disaient tous la même chose. C'est toute la même chose. Exactement. Et c'était pas des ministres mineurs, surtout, parce que Stéphane Dion a été ministre, lui aussi, des Affaires étrangères. Bill Morneau, c'était le ministre des Finances. C'est quand même un ministre central. Puis Jody Wilson Raybould, c'était la ministre de la Justice. Alors, quand tu es ministre majeur comme ça, tu es critique aussi durement, il semble y avoir un problème, là. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui est peut-être pourri, pour utiliser l'analogie avec la pièce shakespearienne Hamlet. Il y a peut-être quelque chose de pourri dans la maison du premier ministre. Et moi, c'est pas la première fois que j'ai entendu parler que Justin Trudeau vivait dans un cocon avec ce qu'on pourrait appeler peut-être des béni-oui-oui ou bien des bons chummies qui ne le contredisent pas puis qui, au contraire, le protègent et peut-être même le surprotègent. Ouais. Alors, la sortie de Marc Garneau, parce qu'en effet, son autobiographie doit être disponible bientôt là, au grand public, ça fait suite à, parce que je remontais dans le temps, là, fait suite aussi à des remarques semblables qui avaient passé au début de l'été, souviens-toi, au début du mois de juillet. Donc, est-ce que Marc Garneau aurait pu en faire plus? Est-ce que Marc Garneau n'a pas fait ce qu'il fallait comme ministre? Peut-être. Mais une chose est certaine, si on regarde la concordance de 4 ministres majeurs dans le cabinet Trudeau, Justin Trudeau s'isole facilement. Puis, ce qui est frappant aussi, c'est que Marc Garneau a souligné ça, tout comme un Bill Morneau, c'est que Justin Trudeau était moins intéressé par les enjeux justement là, de société, autrement dit, l'évolution du gouvernement, le travail du gouvernement, que par les enjeux politiques. La politique aérée, en quelque sorte, plutôt partisane. Oui, on lui reprochait de se limiter à son rôle de relationniste public du gouvernement auprès de la population, ce dans quoi il est excellent, parce que c'est un beau monsieur avec un nom de famille célèbre, une grande aisance relationnelle, comme disent les Européens. Mais effectivement, il laissait ses ministres faire la job de bras, autrement dit, le travail de diriger le Canada puis de l'organiser. Puis surtout, contrairement à sa prétention, souviens-toi, en 2015, quand il avait parlé des voies ensoleillées puis d'une autre manière de gouverner, il s'est retrouvé, lui aussi, à concentrer de façon énorme le pouvoir politique au bureau du premier ministre, en laissant assez peu de marge de manœuvre à ses ministres. Et donc, Marc Garneau semble être fondé dans ses critiques, là, parce qu'il n'est pas tout seul à s'en être plaint. Puis ça semble être justement la manière de fonctionner de Justin Trudeau comme premier ministre, de tout concentrer entre ses mains ou entre les mains de sa petite gang. Ça clique. Ça clique. Ouais, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup, Raymond, d'avoir partagé ton grain de sel avec nous là-dessus. Très intéressant comme d'habitude. Bye-bye. Merci, bonne journée. Salut. Bye. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.